Qui est professeur à l'Université Ryerson à Toronto, qui va donc nous parler de la relation texte-image, puisque c'est son sujet de recherche. Je mentionne entre autres un livre de Thierry Gervais, La fabrique de l'information visuelle, donc il va nous parler de la petite fille du Vietnam, ou le soldat abattu, ou le soldat espagnol que Robert Capin a pu prendre. Vous savez, ces images qu'on a en tête. Puis je leur demande de décrire. Et en fait, ça durera vraiment assez longtemps. Et pendant très longtemps, on parle de la petite fille, comment elle est nue, comment le soldat à côté la regarde, on prend dans une forme stéréotype, finalement une approche stéréotype. Et puis, très souvent, je vais le faire une fois aussi parce que ça m'amuse toujours, mais je dois dire, vous savez, c'est une photographie, quoi. C'est une représentation, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas une fenêtre ouverte sur le monde, c'est une représentation. À savoir par là, c'est une image, c'est une construction, et le truc, c'est qu'avec la photographie, et en plus dans le cadre du photojournalisme, la plupart du temps, on oublie cette médiation. Or, cette médiation, c'est un monde en soi. Et c'est un monde avec une culture, une technique, une équipe, une société. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent les images, qui les analysent, qui les sélectionnent, qui les publient. Tous ces gens-là ont des savoirs différents. Bref, il y a une économie de l'image de presse. Donc, voilà, je vous pose un petit peu le décor pour que vous compreniez un peu mieux comment je vais avancer dans la suite des images. Quelque part, mon travail consiste à balancer un peu le règne du sujet par une approche de la matérialité photographique. Alors, je n'ai pas l'intention de dire je vais me promener vers ça, je vais voir une clique, ça fait 20 ans que ça dure. Ça a beaucoup commencé dans les années 1990. Il y a des grandes écoles de pensée. Je pense évidemment à l'étude photographique qui est étudiée à la Revue française, publiée à partir de 1996. Maintenant, il y a une revue qui s'appelle Transborder qui s'approche beaucoup à ça. Du côté anglophone, des gens comme Elizabeth Edwards avec le livre Photograph for Jackie Stories. C'est une œuvre qui consiste en 1996, assez longtemps. Et pendant très longtemps, on parle de la petite fille, comment elle est nue, comme le soldat à côté la regarde, on prend une forme stéréotype, finalement l'approche stéréotype. Et puis, très souvent, je vais le faire une fois aussi, ça m'amuse toujours, mais je dois dire, vous savez, c'est une photographie, c'est une représentation, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas une fenêtre ouverte sur le monde. C'est une représentation. À savoir par là, c'est une image, c'est une construction. Et le truc, c'est qu'avec la photographie, et en plus dans le cadre du photojournalisme, la plupart du temps, on oublie cette médiation. Or, cette médiation, c'est un monde en soi. Et c'est un monde avec une culture, une technique, une équipe, une société. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent les images, qui les analysent, qui les sélectionnent, qui les publient. Tous ces gens-là ont des savoirs différents. Bref, il y a une économie de l'image de presse. Donc, voilà, je vous pose un petit peu le décor pour que vous compreniez un peu mieux comment je vais avancer dans la suite des images. Quelque part, mon travail consiste à balancer un peu le règne du sujet par une approche de la matérialité photographique. Alors, je n'ai pas l'intention de dire je vais me promener vers ça, je vais voir une clique, ça fait 20 ans que ça dure, ça a beaucoup commencé dans les années 1990. Il y a des grandes écoles de pensée. Je pense évidemment à l'étude photographique qui est étudiée à la Revue française, publiée à partir de 1996. Maintenant, il y a une revue qui s'appelle Transborder qui s'approche beaucoup à ça. Du côté anglophone, des gens comme Elizabeth Edwards avec le livre Photograph for Jackie Stories. C'est une œuvre qui consiste à se dire, voilà, on va non seulement regarder l'image, ce qu'il y a dedans, et puis on va regarder ce qu'il y a autour. Alors, c'est plus ou moins équilibré, cette chose-là. Et quand on s'attaque à des sujets comme celui-ci, comme le photojournalisme, on se rend compte que
les gens ont pensé que c'était nécessaire d'abandonner un petit peu le côté esthétique des images, en se disant voilà, c'est un sujet. Vous verrez que quelque part, une formation en histoire de l'art peut avoir aussi des avantages pour aborder un objet comme celui-ci. Mais avant tout, ce qui a déclenché ce travail-là, ça a été la confrontation de deux choses qui sont l'existence d'une littérature sur le photojournalisme qui ne correspond pas du tout aux images. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, j'ai regardé les images et je ne comprends pas, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Et en fait, en donnant du poids aux images, et quelque part en remettant l'image au centre de ma recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de discours à déconstruire et aussi une histoire à construire qui appartient au XXe siècle, au XIXe siècle et au XXIe siècle. En gros, ce que j'essaie de vous dire, pour la faire courte, c'est une histoire à partir des images, c'est-à-dire démontrer à partir des images plutôt que illustrer ce que l'on sait déjà avec les images. C'est une nuance qui est assez fondamentale dans notre champ, parce que ça ne se fait pas beaucoup encore. Je suis cette recherche avec beaucoup d'attention, savoir comment les historiens s'emparent des images. Et vous voyez, je parle de notre propre champ, comment ils s'emparent des images pour en faire quelque chose. J'ai assisté à plusieurs colloques récemment. On est encore très très loin du compte. C'est-à-dire que c'est assez étonnant comme les historiens ont du mal à faire confiance aux images. Et en fait, un de mes travaux consiste notamment avec mes étudiants à leur donner confiance dans les images, à leur apprendre les méthodes nécessaires pour faire confiance à ces sources visuelles, pour balancer les sources écrites, voire les sources secondaires qui sont... Alors bon, je vais vous faire un petit parcours du coup d'images du 19e, d'images du 20e siècle, et toujours des images publiées, de manière à ce que vous compreniez la démarche et quelque part les résultats qui sont possibles avec ça. Alors ces images, je vous prends quelques images qui sont parfois un peu connues, mais celles-ci elles sont assez connues parce que ça fait partie des premières photographies d'après-photographie, premières images d'après-photographie publiées dans la presse en 1848. C'est les images qui sont pendant la révolte de 1848, de juin 1848, et il y a un photographe, un daguerreotypiste, qui a pris l'initiative de se mettre en haut d'un immeuble pour photographier la rue Saint-Maur, qui est ici, avec ses barricades, l'avant-intervention de la garde nationale, et puis l'après-intervention de la garde nationale. Il y a beaucoup à dire sur ça, évidemment, parce que c'est une construction qui n'est pas neutre. Autant dire qu'on découvre une rue qui est vide, et ensuite une rue qui reprend la vie. On se rend bien compte des intentions du journal derrière une juxtaposition comme celle-ci. Mais ce qui m'intéresse là, et ce à quoi je voudrais que vous portiez attention, c'est finalement, visuellement, qu'est-ce qu'on a ici. C'est-à-dire que ces images, vous les retrouverez dans l'histoire du photojournalisme, parce que quelque part, il y a une forme de documentation, de journalisme visuel, utilisant la photographie. La seule chose, c'est que ça ne ressemble pas beaucoup à une photographie. Enfin, je ne sais pas pour ce qui me concerne, mais en ce qui me concerne, je vois une gravure faite au burin, avec des traits, avec du noir, avec du blanc, et des effets d'illusion, mais ça ne ressemble pas
vraiment à une œuvre. La seule chose finalement, c'est la légende qui nous dit que c'est une gravure d'après-photographie. Alors quand on cherche un peu, on la trouve, une photographie. Donc il faut se donner un peu cette peine. Donc là voilà, c'est une image de Génie Thibault. C'est l'insurrection de Louis-Philippe, les barricades de la rue Saint-Maur. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un daguerreotype, parce que la photographie, ça n'existe pas vraiment finalement. Les photographies, ça existe. Il y a plein de supports différents. Le daguerreotype est un de ses premiers supports. Voilà, exactement. Et c'est un support métallique qui fait des images positives, directes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas reproductible. Vous voyez, ça va déjà un petit peu à l'encontre de ce qu'on pense de la photographie, c'est-à-dire que ce n'est pas reproductible. Deuxième chose, c'est que c'est super long. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs secondes de temps d'exposition parce que le procédé n'est pas sensible assez. Vous voyez que de se pencher un peu sur le photojournalisme, ça suppose de rentrer dans cette boîte noire, pour reprendre une expression connue et consacrée par Latour, cette boîte noire qui est la technologie. Faire abstraction de la technologie, c'est faire abstraction de comment l'image a été conçue. Alors, pourquoi gravure, photographie? Eh bien parce que pour publier une gravure, une image dans la presse à ce moment-là, il faut que ce soit en relief. Et là encore, on rentre dans la technique, c'est les techniques d'impression. Les caractères, comme vous le voyez ici, sont en relief. Donc une image doit elle-même être en relief pour être associée au caractère typographique dans la composition d'une page. Les photographies, c'est pas en relief. Alors pour les mettre en relief, il faut faire appel à un graveur qui les interprète et qui les traduit sur un bois comme celui-ci, en relief, qui peut être associé à des caractères et du coup composer une page de journal. Alors évidemment, là vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'immisce entre la prise de l'image et sa diffusion qui s'appelle un graveur et qui explique finalement que la photographie prenne l'aspect d'une gravure. Alors, ça c'est le côté très technique, et c'est vrai, on voit bien, les niveaux de gris sont transformés en hachures noires et blanches. Bon, ça a un impact, ça fait qu'on reconnaît davantage une gravure plutôt que une photographie. Mais vous ne voyez pas autre chose, vous? Attendez, je vais vous faire un agrandissement. Mais la composition de la faune a changé. Exactement. Regardez le ciel. Alors ça peut paraître un détail. Hein. On peut se dire, oh, ça va, des nuages, c'est pas non plus la fin du monde. C'est vrai que c'est pas la fin du monde. Simplement, on peut se poser la question, pourquoi il a ajouté des nuages? Pourquoi c'est si nécessaire, finalement? Et là, on se rend compte que l'image de presse, c'est certainement une image qui véhicule un sujet, voire certainement un point de vue, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que les images, elles sont construites, elles sont réalisées afin de saisir l'attention des lecteurs, parce qu'elles s'adressent à un public, et que ce public a une culture visuelle, et que la culture visuelle de 1848, c'est celle qui est produite notamment autour de la gravure, surtout de la culture visuelle un peu plus populaire / bourgeoise de cette époque-là. Donc, vous voyez, dans la publication d'une image, d'un seul coup, s'immisce une dimension à la fois culturelle, esthétique et technique. Donc, une pluridisciplinarité s'impose avant même de parler du sujet qui est celui de la révolte de juin 1848. Alors vous voyez, pourquoi je me suis intéressé à ces images? Parce que ce que je disais il y a une quinzaine d'années maintenant, quand je commençais mon travail de recherche, c'est que vous savez, la presse et la photographie, c'était fait pour se rencontrer. D'accord? C'était prévu.
d'un côté, on avait une image objective, de l'autre côté, on avait une presse impartiale, paf, tous les deux, et puis finalement, on fait une économie qui est celle de l'histoire. On n'explique pas. Quelque chose est évident, c'était évident, la presse et la photographie étaient censées se rencontrer. Et en voyant ça, je me suis dit, finalement, je ne sais pas vraiment si c'était si évident. Parce que traduire une photographie en gravure, ça demande du travail. Il faut 48 heures pour faire une image, pour la traduire. Vous vous rendez compte du travail que ça représente? Du travail signifie quoi? Signifie argent. La presse, c'est pas pro bono, hein. Ça fait de l'argent, c'est une industrie. Donc, vous voyez, on rentre d'un seul coup dans une dynamique un petit peu différente. Hein. Et du coup, ça m'a forcé à regarder les images de plus en plus près et de me dire, oh là là, mais regardez, retourner aux originaux, se demander, avez-vous déjà vu un daguerreotype? Qui a déjà vu un daguerreotype ici? Hein? Une image, en réalité. En réalité, voilà, c'est-à-dire l'objet. Oui. Voilà. Donc vous voyez, on a à peu près un quart ici d'avoir vu un daguerreotype. C'est important de le voir, parce que dès que vous l'avez vu, vous allez comprendre à quel point c'est compliqué. Parce que quand vous regardez un daguerreotype, ce que vous voyez avant tout, c'est vous. C'est-à-dire c'est un miroir. Donc, c'est une image qui est comme si. C'est ça, retourner aux originaux. C'est ça la matérialité des images. C'est-à-dire, c'est retourner là pour comprendre finalement toute la technique qui est derrière et toute l'économie humaine, en fait, qui encadre la production, l'usage et la diffusion de ces images. Alors, je vais faire quelques sauts comme ça chronologiques, parce que vous allez dire, d'accord, ça va, c'était au début, il n'y avait pas de simili-gravure, donc évidemment, il fallait faire intervenir un graveur. Quelque part, le graveur n'aurait été là que pour des raisons techniques. Alors déjà, on se doute un peu que ce n'est pas exactement ça, parce que sinon le graveur n'aurait pas ajouté de nuages. Il n'aurait pas non plus fixé, il n'aurait pas réglé le problème, parce que vous voyez ce qui se passe ici. C'est que tous les gardes, ils sont flous. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont bougé. Donc, mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas mettre un fantôme comme ça dans une gravure, ça n'existe pas dans l'iconographie de l'époque. Donc il faut l'arranger, il faut le rendre fixe, il faut le rendre discernable. Donc finalement, les nuages, c'est pareil, on peut se dire après tout, on n'a pas vraiment besoin d'une image pour pouvoir la comprendre. Sauf que ça, c'est pas acceptable, en fait. Et quelque part, ce qui m'a intéressé, c'est cette notion d'acceptabilité de l'image. Qu'est-ce qu'il faut pour la rendre acceptable? Et vous verrez, je vais revenir, parce que c'est acceptable, ou je dirais même bonne. Vous savez, la bonne photo. Un truc qu'on emploie tous, enfin beaucoup emploient ça, notamment les picture editors. Vous savez, si vous parlez avec eux, ils disent, ça c'est une bonne photo. Si vous voulez, mais c'est quoi une bonne photo? Vous allez voir que c'est très compliqué. On a beaucoup de mal à définir ce qu'est une bonne photo. Alors, et moi, je pense qu'une bonne photo, c'est quelque chose d'historique. Et je pense qu'on peut rendre cette chose-là visible par une approche historique. Alors, une autre image qui est très connue, qui était dans toutes les histoires de la presse et les histoires du photojournalisme, c'est celle-là, c'est une image de la garde barrière. Alors, on se dit, mais pourquoi on est connu cette image? Franchement, ça n'a rien de... On n'a pas un grand événement, c'est pas un sujet extrêmement sensationnel, une dame qui garde la barrière. En fait, c'était considéré, si vous lisez des choses sur ça, vous allez voir, ils en parlent comme image moderne. Finalement, c'est la transition de cette gravure via la simili-gravure. Et moi, la même chose, c'est-à-dire que quand j'ai vu cette image, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà, je ne vois pas la modernité, puisque c'est une gravure. Donc je ne vois pas en quoi elle est tellement différente des images précédentes. Sujet, comme je vous dis, c'est pas très événementiel. 1891, si je ne m'abuse, c'est ça. Et à l'époque, je faisais ma recherche dans la collection d'illustrations, donc le journal, le magazine d'illustration. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce type de recherche, mais vous savez, quand vous consultez beaucoup, je voyais, je ne sais pas, entre 5 et plusieurs, ouais, j'avais bien 5000 images par jour.
Donc je faisais des pauses, puis à un moment donné, j'allais marcher dans les allées, juste pour me détendre. Et à un moment donné, au détour d'une étagère, je regarde, il y avait un cadre. Et je retourne, en fait, ce cadre, c'était ça. C'était l'original qui avait servi à la garde barrière. Et je me suis dit, c'est sensationnel finalement. C'est-à-dire que comme j'avais trouvé les daguerreotypes qui avaient servi à faire la gravure d'après photographique, je trouvais finalement l'image de la garde barrière. Et alors là, grande surprise. Elle est où la modernité finalement, parce que ce qui était avancé, c'était l'objectivité de la photographie, enfin tous ces concepts un peu rabâchés de la fin du XIXe siècle. Et là, en fait, ce que je voyais, c'est que la modernité, finalement, cette image résidait, mais c'est pour ça que c'était pas dit, c'était que c'était un montage photographique. Regardez bien. Voilà. Ce qu'on avait, c'est que notre ami Ernest Clerc-Guyot, qui était illustrateur à l'illustration à cette époque-là, à qui on avait demandé de monter un studio photographique, parce que finalement, à la fin du 19e, avec le développement de la photographie, le fait que les amateurs se lancent, etc., on a dit, bon, maintenant il faut un studio parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ces images-là. Donc il s'était dit, mais ce serait quand même drôlement plus simple si j'utilisais des photographies, ça me gagnerait du temps, et comme ça je peux faire la même chose avec le train. Et puis, je vais peindre au milieu. Voilà. Donc, il peint au milieu. Alors, c'est pas toujours très adroit parce que, vous voyez, il y a des trucs qui vont pas si vous regardez un petit peu. Et c'est là où la culture de l'historien d'art est utile. C'est-à-dire que l'historien d'art, on nous apprend à regarder. Et à regarder dans les détails. Ouais. Et moi, ce que j'ai vu ici, c'est une ombre. Ouais. Qui n'est pas vraiment celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Celle du chapeau, ça indique midi, c'est-à-dire le soleil tombe comme ça. Et celle-là, elle indique fin de journée ou début de journée, c'est-à-dire quand le soleil est oblique. Donc vous voyez, on se rend compte qu'il y a des petits dysfonctionnements comme ça, mais ça n'a pas gêné parce que finalement, l'image, vous voyez, donc après, cette image-là, qui a été donc avec de la gouache, de l'encre de Chine, on a indiqué, vous voyez, c'est vraiment original, on a indiqué les dimensions que ça doit avoir pour finalement prendre toute la place de la couverture. Et puis ça a été confié à un graveur, parce que même en 1891, finalement, la simili-gravure, vous voyez ce que c'est la simili-gravure? C'est le procédé photomécanique qui permet de reproduire une photographie. Vous vous souvenez, la gravure, que ce soit en relief pour aller avec la typographie. La simili-gravure permet de traduire une photographie en points, plus ou moins grands. Et chaque point est noir. Donc finalement, ça peut être en relief aussi. Et donc ça donne la sensation d'un niveau de gris, même si finalement ce sont des points, c'est juste une juxtaposition de points. La chose, c'est que la simili-gravure, vous comprenez ce qu'il y a derrière. Ça met de côté le graveur. Il n'y a plus besoin de toi. On fait de la simili-gravure, on utilise des écrans, on reproduit les photographies. Donc vous voyez, la reproductibilité aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et vous comprenez qu'avec le daguerreotype, ce n'était pas possible. Il fallait que ce soit une image avec un négatif. Donc, une fois de plus, la technique rentre en jeu ici. Alors, la conclusion que j'en tirais, moi, de cette image, c'est que finalement, la modernité dont tout le monde parlait, qui reposait sur le caractère objectif de la photographie utilisée dans la presse, ça ne tenait absolument pas. Visuellement, tout simplement. En regardant les images, ça ne tenait pas. Vous allez me dire, mais pourquoi ça tenait alors avant? Ou sur quoi ça tenait? Ça tenait sur les récits. Les récits des gens. Et les récits de qui? Ernest Clerc-Guyot, lui-même, qui avait fait cette image-là. Parce que quand ils ont célébré l'anniversaire du journal d'illustration, on lui a dit, écoute, ça fait 40 ans que tu bosses ici, tu ne veux pas nous écrire un petit truc sur
la photographie, tu as vu comment la photographie a commencé à être utilisée, raconte quelque chose. Donc, l'acteur a raconté sa propre histoire. Vous voyez déjà où on rentre, le terrain un peu glissant de la source. Et lui a fait de cette image une image importante pour lui. Et ça a été repris par des historiens. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient, les historiens? Ben, ils ne regardaient pas les images. Ils utilisaient les récits sur les images. Donc on reportait. Donc on arrive dans 1980 quelque chose, et c'est toujours le même récit qui est répété. C'est toujours la même description. Alors là, si vous êtes un peu chercheur, c'est assez drôle. C'est que dès que vous voyez des répétitions comme ça, vous savez une chose, c'est que personne n'a vu l'original. Tout le monde a fait l'économie, il a dit, bah oui, il a fait ça, on va prendre ça, tac, puis ça rentre bien dans les cases, c'est facile, et c'est... Alors, en fait, voilà, il faut juste démonter, prendre le temps de démonter le récit. C'est facile, hein. Il suffit de prendre vous avez tous fait des bibliographies sur un sujet, et ben vous remontez au plus ancien, et puis généralement vous voyez à un moment donné ça dérape. Voilà. Bon, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que là, la modernité, là, ce qui se passait à la fin des années, à la fin du 19e siècle, une époque qu'on aime bien, n'est-ce pas, c'est que ce qu'on mettait en avant, c'était l'hybridité des médiums. C'est-à-dire que ces images sont des images hybrides. Elles mixent tant la gravure que la photographie, que l'illustration. Tout ça est mélangé et ça convient parfaitement. Au lieu de dire, dans une vision un peu téléologique, c'est-à-dire on sait qu'à la fin, on met des photographies dans la presse tout le temps, donc on essaie de chercher l'origine, parce qu'on a l'impression que quand on a trouvé l'origine, on a trouvé l'explication des choses, évidemment. On se rend compte que finalement, il y a eu des moments où des images hybrides, qui n'étaient pas purement photographiques, convenaient parfaitement à une culture d'une époque. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'illustration, c'est un gros business. Et vous savez, quand on a un gros business, on ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'on fait très attention à ce qui marche. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça, c'était un peu mal. Alors après, je suis encore un petit peu... Là, on est en 1909. C'est une image que j'aime beaucoup parce que c'est pareil. Ça ne dit pas grand-chose comme ça. On se dit, bon d'accord, c'est un portrait, c'est en couverture de l'illustration. C'est en 1909, c'est en août. C'est le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra qui visitent en France le président Fallières. Politiquement parlant, c'est pas inintéressant parce que c'est l'entente franco-russe qui se met en place à ce moment-là. L'entente franco-russe, c'est l'initiative à la triple entente qui, avec, dans la perspective de la Première Guerre mondiale, explique beaucoup de choses. En tout cas, c'est important en France que la Russie et la France s'entendent. Donc une fois de plus, on a une image. Alors vous voyez, c'est pas une gravure là. Hein. Là, on est en simili-gravure. Donc on a un truc. La simili-gravure, c'est gris. C'est-à-dire la gravure, c'est un peu contrasté. C'est beau d'ailleurs. C'est aussi pour ça que ça a duré très longtemps. C'est que visuellement parlant, c'était assez séduisant. C'est toujours d'ailleurs séduisant. C'est-à-dire qu'un contraste fort, ça marchait bien en termes d'imprimerie. Simili-gravure, ça marchait bien. Enfin, ça marchait bien pour quelque chose, c'est que ça marchait bien pour reproduire les photographies, pour reproduire les images en noir. En termes de rendu, c'était pas aussi beau. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça les a freinés. Bref, c'est pas ça dont je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est comment cette photo a été prise. Quand ils sont venus, ils ont organisé un déjeuner sur un bateau dans la rade de Cherbourg, en Normandie, en France. Je pense que pour des raisons de sécurité, ils ont décidé de faire ça sur un bateau militaire. Ce qui signifie que l'accès était limité pour les reporters. Et qu'on est quand même en 1909, donc l'usage de la photographie parmi les reporters, ça existe, mais la photographie est devenue portable, c'est-à-dire les appareils sont portables, mais
malgré tout, ça demande une certaine dextérité, si ce n'est un sens de l'aventure, on va dire. Donc, Léon Guimpel est le photographe qui est chargé par l'illustration d'aller prendre ces photographies. Et donc, il est sur un bateau, il rejoint le bateau. Il est même accompagné de quelqu'un qui est juste là pour lui faire passer les choses. Vous savez, passer la sécurité, les checkpoints. Donc, il passe tous les checkpoints, il arrive, il voit le déjeuner, et évidemment, c'est un bateau, donc c'est condenser l'espace. Comment vous voulez prendre un repas en photo? C'était pas fait pour être photographié. Donc il décide de trouver un point de vue, et il trouve un point de vue, parce que c'est un peu en contrebas, là où il y a le déjeuner, qui est derrière une tourelle, dans la tourelle d'un canon, en fait. Vous savez, les canons, il y a un canon comme ça, puis il y a comment dire, on appelle ça un bouclier. Et il coince son appareil là, parce que c'est à l'intérieur, les temps de pause sont encore un peu longs, il coince son appareil ici et il prend une photographie. Hyper content sur le coup, parce qu'il a pris une photographie. Il en prend deux, ils changent de format, ils sont malins, ils savent bien qu'il faut varier les formats pour séduire les rédactions. Simplement, le résultat, c'est que ça ne marche pas bien. Donc voilà ce qu'il y a, quoi. Donc il arrive à la rédaction d'illustration, il dit voilà, j'ai deux photographies, tac, il développe, et il obtient ça. Alors ici, on voit, d'ailleurs, on voit bien le canon, on voit le haut, on voit les lumières, et on voit le tsar ici. Mais là, la tsarine, en fait, elle s'est détournée. D'accord? Donc ça va. Bref, ça va pas, quoi. C'est-à-dire que même si on élargit l'image, ça va pas. Et puis la deuxième, elle n'est pas tellement mieux. C'est-à-dire que la falière, il a le nez dans son assiette, enfin. Vous voyez là, celle-là, il y a lui qui passe devant, qui gâche complètement par terre deux fleurs. Donc bref, ça va pas. Ça va pas, mais en même temps, c'est les deux seules images qui existent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à l'illustrateur. Et puis l'illustrateur, il prend chacun un petit morceau dans chacune des photos, et puis il en reconstruit une qui ressemble à une photo, avec un canon qui ressemble à un canon, avec Falière qui a sorti le nez de son assiette, avec l'impératrice qui regarde devant, enfin bref, une image qui correspond à ce que l'on veut dire. C'est-à-dire que ça se passe pendant un déjeuner. C'est-à-dire qu'il y a un déjeuner entre la France et la Russie qui se passe bien, et que tout ça donne naissance à une entente politique que le journal supporte et soutient. Alors je pourrais parler de Guimpel pendant 3 jours. Je vais juste parler de ça, parce que en fait Guimpel, c'est ça qu'il fait. Vous voyez, là je vous montre autre chose. Avant je vous montrais des images, vous voyez, vous ne saviez pas d'où ça venait, ces photographies, hein. Là je vous la montre, je vous montre l'objet. Je ne sais pas si vous voyez bien, si moi je le vois bien sur mon ordinateur, mais en fait toute cette bande là, c'est une plaque de projection, c'est une plaque grande comme ça. En fait c'est l'ancêtre des diapositives. Et si je vous montre ça, c'est donc parce que ça vous montre que c'est une diapositive. Et puis, ce que vous montre cette diapositive en particulier, c'est une salle où des gens sont réunis pour assister en 1908 à une projection de photographie en couleur. Donc ces images vont servir non seulement à illustrer la presse, donc vous voyez dans un champ bien particulier que celui de l'information et de la publication, et puis aussi elles vont être utilisées pour faire des séances de projection le soir, faire des spectacles d'images. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme nous ici, sauf qu'on n'est pas le soir, on n'a pas éteint la lumière, il faudrait d'ailleurs éteindre la lumière pour mieux les voir, et personne ne porte de chapeau comme ces dames ici au premier rang, ce qui m'amuse toujours beaucoup, parce que vous imaginez ceux qui sont derrière pour regarder la projection. Mais ce qui signifie que c'est un lieu aussi où on doit aller et se montrer. Et donc aller assister aux projections,
c'est quelque chose d'extrêmement important. Ici, c'est la photographie en couleur. On est en février 1908. Ça fait 6 mois, 7 mois que la photographie couleur est devenue accessible et vendue dans les magasins. Donc vous comprenez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que parmi les fantasmes de la photographie, il y a la photographie en relief au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on aimerait bien quand même rendre la 3D. Et puis l'autre, c'est la couleur. Donc finalement, aller assister à cette projection. Et Gimpel était un des plus grands autochronistes de son époque. Donc c'est quelqu'un qui était capable de faire ça. Je vous montre ça parce que finalement, ça m'amène à vous parler du côté spectaculaire de l'image d'information. L'image d'information à cette époque-là se doit aussi d'être spectaculaire, doit aussi de surprendre son lecteur ou son regardeur. Ça se consulte dans des zones de spectacle aussi. Parce que je parle ici de la photographie, quelque part, il ne faut pas oublier qu'un an après ça, Patrick Beaumont ouvre sur les grands boulevards un cinéma qui n'est dédié qu'aux actualités cinématographiques.